Corps. Corps. Corps à corps. Vous l'avez forcément remarqué, la question de l'antisémitisme revient plus que jamais sur le devant de la scène politique à l'occasion d'abord de ces élections législatives et de son organisation en 3 blocs, dont 2 comprenant des partis classés aux extrêmes, donc des 2 côtés de l'échiquier. La question de l'antisémitisme est posée. À droite, on a ce fameux bloc national tenu majoritairement par le RN. Je vous rappelle, parti héritier du FN et comme dit Le Monde dans son édito du 22 juin, cofondé par un ancien Waffen-SS et dirigé par Jean-Marie Le Pen, antisémite avéré et négateur des chambres à gaz. Voilà pourquoi, évidemment, il y a ce questionnement de l'antisémitisme dans ce parti historique intitulé désormais le RN. Alors, à gauche, le nouveau Front populaire, porté notamment, on le sait, par Jean-Luc Mélenchon, et je cite encore cet article du Monde du 22 juin, Jean-Luc Mélenchon, lui-même abonné au sous-entendu nauséabond et renouant avec d'anciennes dérives de gauche, essentialisant chaque Français musulman en victime palestinienne et chaque Français juif en suppôt de Benyamin Netanyahou. Et voilà pourquoi, pareil, à gauche, vous avez ce questionnement de l'antisémitisme. Alors le débat est électrisé notamment par les attaques, par le viol d'une adolescente juive à Courbevoie, profitant toujours cette électricité, on va dire, au bloc du centre qui, lui, est exempté de ce questionnement d'antisémitisme. Dans ce match de l'infamie, les intellectuels tentent d'arbitrer. On a vu de nombreuses tribunes. On a le magazine Le Point qui a publié le 19 juin dernier l'appel des intellectuels, ça s'appelait comme ça, l'arc républicain contre l'antisémitisme. Dans ce texte, à l'initiative de Daniel Salvatore Schiffer, on avait 30 intellectuels, dont Hassan Chalgoumi, Michel Onfray, que nous avons reçu hier, Luc Ferry, Pascal Bruckner, et tous donc appellent à ne pas voter pour ce mensonger fallacieux et pseudo-nouveau Front populaire, avec évidemment en ligne de mire l'antisémitisme porté notamment par la NPA et LFI. Et puis comme en réponse, quelques jours après, le 20 juin, Ari Halimi, avocat, et Vincent Lemire, historien, dégainent à leur tour une tribune, cette fois-ci dans Le Monde. Et là, je les cite, il n'y a pas d'équivalence entre l'antisémitisme contextuel, populiste, électoraliste, utilisé par certains membres de la France insoumise, et l'antisémitisme fondateur, historique et ontologique du Rassemblement national. Voilà, chacun renvoyant la balle dans l'autre camp, on a compris. Alors, peut-on penser en tout cas que l'antisémitisme a changé de camp? Et surtout, où en sommes-nous dans cette question de l'antisémitisme aujourd'hui en France? Toutes ces questions que nous posons à Édouard Husson. D'abord, bonjour Édouard Husson. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de publication du Courrier des Stratèges, auteur des chroniques Les droits de Husson, professeur des universités et ancien directeur général de l'SCP Europe. Et puis André Gérin va nous rejoindre. C'est un ancien député du Parti communiste français, ancien maire de Vénissieux, qui contribue d'ailleurs à la revue Front populaire, et puis qui a récemment décidé de quitter le Parti communiste à cause de cet accord, justement, à cause de l'accord de la NUPS, donc justement pour marquer sa distinction par rapport à LFI. Alors nous recevrons tout à l'heure André Gérin, mais d'abord Édouard Husson, cette question, vous avez vu ce match, et puis on aurait pu en citer d'autres, mais ce sont 2 grandes tribunes qui ont fait beaucoup de bruit, d'un côté comme de l'autre, chacun dit l'antisémitisme se trouve dans l'autre camp. Vous comprenez déjà, avant d'aller sur la distribution des points, on va dire, vous comprenez déjà pourquoi cette question de l'antisémitisme aujourd'hui est si prégnante? Alors, je pense que ça fait 40 ans, en fait, qu'elle est présente dans le débat politique. Et moi, j'ai toujours été extrêmement critique de cette instrumentalisation de l'antisémitisme, parce que je pense que quand on a eu un grand débat sur finalement une position à prendre concernant le capitaine Dreyfus, ce sont les Dreyfusards. Mais quand vous dites 40 ans, vous pensez au point de départ dreyfusien, on va dire, ou... Non, je pense au point de départ de la diabolisation du Front National de Jean-Marie Le Pen. Bon, mais si on remonte plus loin en arrière, l'affaire Dreyfus a montré que la question de l'antisémitisme en France était surmontée politiquement par beaucoup de bords politiques. Alors, moi, si vous voulez, ce qui m'effare dans tous ces débats, c'est que
les Français, les grands débats français sont des débats en général sur des questions sociales, sur des questions d'intégration sociale, sur des questions de niveau de vie, sur des questions d'égalité, sur des questions de liberté économique, etc. Et je trouve que c'est une déformation du débat français sous influence anglo-américaine depuis une quarantaine d'années. C'est pour ça que je regarde avec beaucoup de tristesse ces noms d'oiseaux qui sont échangés, ces pseudo-bons points ou mauvais points qui sont envoyés par les médias mainstream. Enfin, la réalité, c'est l'appauvrissement des Français, c'est la précarisation des classes moyennes, c'est la perte d'indépendance de la France en politique étrangère. Et en fait, tous les gens qui s'attardent, de mon point de vue, sur ces sujets-là, font le jeu d'un Macron ou d'autres qui ne veulent pas qu'on pose les vraies questions. Alors je dis ça d'autant plus que personnellement, j'ai consacré grande partie de ma carrière universitaire et de ma recherche à l'histoire de la Shoah, et que donc je sais ce que c'est que des vrais antisémites comme il en a existé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je crois que André Gerin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure, je reprécise que vous êtes donc un ancien député du Parti communiste français, ancien maire de Vénissieux. Et vous, pour le coup, vous avez décidé de quitter, enfin de ne pas rejoindre la NUPS, justement à cause de ce risque de vous joindre à une union marquée par l'antisémitisme, c'est ça ? Bah, là, je parle plutôt du Front populaire, tel qu'il a été créé aujourd'hui. Oui. Mais ce qui est important pour moi, c'est de voir ce qui a changé depuis les années 90, notamment quand les membres du GIA, du groupe islamique armé, ont été exclus de l'Algérie après la guerre civile. Et puis, moi, j'ai noté en tant que maire en 2005, après les 3 semaines d'émeutes, un changement d'attitude et une prise en main dans les quartiers de l'islamisme politique. Donc pour moi, le débat qui existe sur la question de l'antisémitisme, pour moi, je le rejoins de ce côté-là, au-delà des propos qu'a tenus monsieur l'historien tout de suite, que pour l'essentiel, je partage. Pour moi, la nouveauté, c'est de voir que la question de l'antisémitisme, aujourd'hui, est une question qui est nourrie par l'islamisme politique dans les quartiers. Par exemple, qu'est-ce que l'on constate depuis 2005, notamment dans ce qu'on a appelé à un moment donné les ghettos sociaux? Il y a des endroits où ils sont devenus des ghettos ethniques, ou vraiment pris en main par l'islamisme politique, et on voit concrètement, par exemple, des habitants juifs qu'on pousse dans certains quartiers à partir du quartier. Moi, j'ai des exemples à Vaux-en-Velin en particulier, où le préfet de région a été obligé d'intervenir parce qu'on faisait partir des familles de plusieurs maisons dans le quartier. Donc pour moi, le phénomène, au-delà du phénomène politique et de l'instrumentalisation de l'islamisme qui est fait par Jean-Luc Mélenchon, pour moi, cette question, je la ressens comme ça et je la vis comme ça, eu égard à ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Donc, pour répondre finalement à ce que commençait à expliquer Édouard Husson, c'est-à-dire que lui, il trouvait qu'il y avait, justement, vous disiez une instrumentalisation de l'islamisme, lui, il parlait d'instrumentalisation du débat sur l'antisémitisme, finalement, d'une certaine façon, qui pouvait servir. Et c'est vrai que ce que je disais en introduction, finalement, chacun se renvoie l'accusation d'antisémitisme dans un camp jugé à l'extrême, je mets des guillemets, d'un côté ou de l'autre, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça sert au bloc centriste macroniste. Donc bon, ça, il y avait ce questionnement par Édouard Husson. Vous dites, il n'y a pas qu'une instrumentalisation de l'antisémitisme, il y a véritablement un antisémitisme des quartiers que vous avez vu émerger, vous, en tant que maire, etc. Oui, et puis Jean-Luc Mélenchon, il essaye d'instrumentaliser. Il faut quand même se rappeler que Jean-Luc Mélenchon a participé à la grande manif organisée par les islamistes en novembre 2019, et qu'il a, de ce point de vue, complètement changé sa stratégie qu'il avait auparavant. Et puis la posture de la LFI ou de Mélenchon vis-à-vis du Hamas par rapport à Gaza
Moi, je n'irai pas directement en l'accusant d'antisémitisme. Dans tous les cas, ça nourrit cette chose-là. D'accord. Alors, Édouard Husson. Alors, effectivement, je crois que vous avez tout à fait raison de raconter ces histoires de familles juives qui ont dû partir de là où elles habitaient. Et dans certaines banlieues, il y a eu de graves incidents aussi dans le 19e ou le 20e arrondissement à Paris. Mais justement, moi, la question que je me pose à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on circonscrit le problème, le mal, comment est-ce qu'on fait baisser la pression. Et moi, ce que je crois, je voudrais insister là-dessus, c'est qu'actuellement, on a une confusion de tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a une importation du conflit israélo-palestinien dans le débat français qui jette de l'huile sur le feu. C'est ça qui me semble tout à fait déraisonnable. Je conçois qu'on puisse critiquer telle ou telle personnalité politique en disant elle a tenu des propos qu'éventuellement je qualifie d'antisémites, mais invoquer pour cela des positions sur le conflit israélo-palestinien pour le justifier, c'est quand même fait aller très vite en confondant antisionisme, critique de l'État d'Israël, antisionisme et antisémitisme, qui est c'est quand même aller très très vite. Et moi, ce que je reproche beaucoup à la classe politique française dans son ensemble, et là je mets tous les partis dans le même sac, c'est cette instrumentalisation insupportable du conflit israélo-palestinien, alors qu'au contraire, il faudrait tout faire pour que la France soit une puissance d'apaisement dans ce qui est absolument terrible, ce à quoi nous assistons depuis le 7 octobre. Édouard Husson, je voudrais vous poser une question avant de vous redonner la parole, André Gerin. Justement, vous dites il y a cette importation du débat israélo-palestinien, c'est clair et net, je pense que là-dessus on ne peut pas le nier, mais vous pensez que c'est voulu par, vous dites je reproche à la classe politique. Attendez, je finis juste ma question, parce qu'on voit aussi clairement, on sait que maintenant les réseaux fonctionnent très bien, on sait que tout le monde en plus on a cet effet de bulle, où tout le monde reste dans sa bulle, entre guillemets communautaire, peu importe la communauté, donc ne voit que l'image d'un camp. Et donc, je vais vous donner. Arrive aussi directement chez les gens. C'est pas forcément du fait des politiques. Je vais vous donner deux exemples très rapidement. Le premier, moi, je suis allé assez fréquemment dans des banlieues françaises parce que on me demandait d'intervenir sur l'histoire de la Shoah. C'était d'ailleurs quelquefois extrêmement difficile. J'avais le sentiment que des professeurs de collège ou de lycée m'appelaient à l'aide en disant donnez-nous des arguments. Bon. Mais quand on débattait avec les lycéens sur le donc sujet, les jeunes des banlieues, voilà, quand on débattait, on comprenait très bien qu'il y avait un sujet pour eux. C'était pourquoi est-ce que vous parlez seulement de la Shoah alors que regardez nos frères palestiniens, regardez ce qui leur arrive depuis des années. Est-ce que c'était un débat que moi, comme historien, je pouvais refuser? Non. Et d'ailleurs, au bout d'une heure de discussion, voire plus, parce que quelquefois c'était prolongé, on commençait un peu à se comprendre. Et moi je leur disais, oui, effectivement, une victime est toujours une victime. Rien ne justifie la violence d'État. Premier exemple. Deuxième exemple, si vous regardez bien, enfin moi je mets au défi qui que ce soit de m'expliquer que tous les étudiants qui ont manifesté sur les campus en France, aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs, sont des antisémites invétérés. Ce sont souvent des gamins qui luttent pour la justice, puis qui sont choqués parce que tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Instrumentalisé, on le sait, on sait à quel point la jeunesse peut être instrumentalisée. Mais il n'y a pas que de l'instrumentalisation. Et puis, si vous prenez... on peut dire la même chose sur le climat et tout ça. Bien sûr, mais il faudrait donc raison garder, si vous voulez. Et je pense qu'il y a beaucoup de passions qui sont mises ou d'instrumentalisation par le pouvoir d'État à un moment donné. Alors, André Gerin, à ce sujet. Écoutez, j'ai envie de dire, je partage beaucoup de choses pour l'essentiel de ce que vient de dire Édouard Husson, notre ami historien. Donc ça, déjà, c'est important de vous dire ça. Moi, je pense que le sujet fondamental, c'est qu'on est à côté de nos ponts sur des grands problèmes de la société. Oui. Par exemple, quand je parle des ghettos ethniques qui se sont aggravés depuis les 3 semaines d'émeutes de 2005, on a vu ce qui s'est passé l'année dernière au mois de juillet. Il y a des moments où on est au bord du chaos, comme on a vu en Nouvelle-Calédonie. Et je pense que le diagnostic aujourd'hui, qui devrait être partagé par tous les républicains, pour l'essentiel, on passe à côté de ces grandes questions que les Français nous ont posées. D'ailleurs, des millions de Français ont voté RN, pas forcément parce que, comme certains disent, ils auraient mal viré ou ce seraient des salauds, mais plutôt ils lancent une sorte de tocsin
sur le fait que les grands problèmes qui sont posés dans la société française, il faudrait que tous les républicains de ce pays s'unissent un peu pour défendre l'intérêt général. Alors, avant de vous donner la parole, Édouard Husson, évidemment, c'est très intéressant ce que vous dites justement que l'état de notre société est abîmé, c'est ce que j'entends, hein. Vous qui êtes maire, moi je suis député, enfin ancien député, j'aimerais bien que vous nous donniez justement des exemples concrets, comme vous l'avez fait tout à l'heure, pour bien qu'on comprenne à quel point aujourd'hui notre société est abîmée ou en Eh ben, danger. écoutez, mon repère, c'est les 3 semaines d'émeutes de 2005, si je prends le Vénissieux ou d'autres secteurs. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2005? On ne peut pas dire que globalement, les gouvernements n'ont rien fait, même si on n'est pas content de ce qui a été fait, même si ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui se passe dans certains quartiers? Eh bien, les Français musulmans qui arrivent à s'en sortir, ils s'en vont. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des quartiers où il y a des ghettos ethniques. Donc, il y a des ghettos ethniques avec des combinaisons qui se passent dans certains territoires où le trafiquant de drogue et islamisme politique marchent main dans la main pour contrôler les quartiers. Ouais. Donc, pour moi, c'est ces sujets-là qu'il faut aborder. Et donc, bien sûr, ça sert de gangrène à tous ceux qui ont les bonnes intentions, et notamment, ça nourrit la question de l'antisémitisme. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'antisémitisme abstrait où chacun a compris, moi je suis bon, toi t'es pas bon. Non, non, c'est pas sérieux. Non, les gens, ils appellent au secours. Oui, oui. Mais juste ce sujet de trafic de drogue mêlé à un islamisme dévoyé, que vous avez remarqué, vous, en tant que maire, C'est pas dans ces dévoyé, c'est l'islamisme qui instrumentalisés. s'instrumentalise mutuellement. D'accord. Mutuellement avec les trafiquants de drogue Hmm. pour Ça, contrôler les quartiers. ça, vous pensez que il y a aussi une forme d'instrumentalisation justement des élites, de l'État là-dessus, ou seulement un Non, je pense aveuglement? qu'il y a un laisser-faire. Oui, d'accord. Je vais être caricatural. J'ai l'impression que des moments, ils en ont rien à foutre. D'accord. Alors, Édouard Husson, par rapport à tous ces sujets. Oui, moi, si vous voulez, je vais embrayer sur ce que dit monsieur Gérard. Je crois, pour avoir observé, vous posez la question de nos élites, de nos dirigeants, finalement, qu'est-ce qui les intéresse, eux, c'est de participer à des rencontres avec leurs pairs, rencontres internationales, et elles sont très nombreuses. Finalement, nos dirigeants aujourd'hui passent plus de temps à l'étranger que dans leur propre pays, et de s'entendre encenser pour leur lutte sans faille contre l'antisémitisme. Et elle est très abstraite. Et je crois que c'est dramatique. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord avec l'expression de laisser faire. Ils en ont, au fond, rien à faire. Voilà, parce que l'important, c'est de se sentir bien entre soi, dans le club des dirigeants européens ou des G20 ou je ne sais quoi, et que les Gaulois réfractaires et les autres se débrouillent sur le terrain. Voilà, il y a un peu cette mentalité-là, je crois. Alors, je reviens sur ce que vous disiez au départ, Édouard Husson, où vous disiez finalement, on est dans des grandes querelles, presque des joutes politiques finalement sur cette étiquette d'antisémitisme que les uns se renvoient aux autres. Mais pendant ce temps-là, et donc là on arrive au concret, ce que nous expliquait André Gerin, que pendant ce temps-là, on souffre dans les quartiers. Et là, on a bien compris, rien n'est fait. Rien n'est fait contre les trafiquants de drogue, rien n'est fait contre une islamisation renforcée de ces quartiers et cette ghettoisation dont parlait monsieur le maire. Alors, sur toutes ces questions, finalement, et moi j'ai beaucoup de personnes là qui réagissent dans le chat et qui disent mais l'antisémitisme est un instrument pour mieux nous diviser. Est-ce que vous considérez que avec cette perspective-là, on peut le comprendre comme ça? Oui, alors moi, vous savez, je me méfie toujours un petit peu des analyses fondées sur les intentions. Je pense que souvent, j'ai beaucoup observé la classe politique. Je dis pas ça pour vous, monsieur Girard, mais je pense que beaucoup de politiques courent après l'événement, courent après la petite phrase, ils réagissent à ce qu'a dit un autre, etc. Donc je suis pas sûr qu'il y ait toujours des intentions. Puis on peut vous donner un kit prêt-à-porter. Donc dans ce kit, il y a je ne suis pas antisémite, par exemple, et vous le dites comme il faut. Mais vous parliez de ce qui est fait pour les banlieues, je pense que là aussi, le monde dirigeant s'achète une bonne conscience en mettant de l'argent à disposition, en subventionnant. Il y a quand même de l'argent qui est envoyé. Voilà. Moi, il me semble que, moi, au contraire, le peu d'expérience et de confrontation que j'ai avec un certain nombre de ces quartiers, c'est de voir beaucoup de gens, M. Gérard faisait allusion à ces Français musulmans qui veulent s'en sortir, beaucoup de gens qui disent, mais donnez-nous les moyens de nous en sortir,
laissez-nous faire, vous taxez beaucoup trop, on ne peut pas prendre d'initiative, etc. Il faut moins subventionner, plus faire confiance. Et alors effectivement, par ailleurs, sur l'ordre public, il faut être intransigeant. Bien sûr. Parce que moi, j'ai l'impression aussi que les Français ont tendance à beaucoup battre leur coulpe. On est beaucoup dans la culpabilisation du français, on va dire, et de l'histoire française, etc. Et là, vous nous dites, en même temps, les gens de ces quartiers-là en ont quand même marre aussi de l'histoire qu'on nous raconte dans les manuels d'histoire. Donc, Ah, ce que je disais sur l'histoire de la Shoah, oui, c'est-à-dire que si vous voulez, si on a une vision du XXe siècle avec... moi, je connais des professeurs de collège, de lycée qui font ça très bien, qui montrent les dynamiques de violence, comment les guerres peuvent mener à des massacres de masse, voire des génocides, etc. Mais à ce moment-là, une victime est une victime. Comme Bien disait sûr. Hannah Arendt, pour la victime, peu importe savoir qui appuie sur la gâchette, elle est toujours une victime. Bon, donc si vous avez ce discours-là universaliste, qui est dans la tradition française, je pense que ça se passe bien. Mais le problème, c'est effectivement quand on vous amène un enseignement tout fait, tout empaqueté, on vous dit il faut faire l'histoire de la Shoah parce qu'il y a tant d'heures prévues pour l'histoire Oui. de la Et Shoah. qu'on oublie, par exemple, les autres victimes, dont les victimes palestiniennes. C'est vrai que ça fait pas particulièrement partie de... En même temps, c'est pas l'histoire de France, vous me direz, les victimes palestiniennes. Non, mais il y a de l'histoire du XXe siècle. Il y a un récit objectif à faire sur les guerres israélo-palestiniennes et il n'y a pas besoin d'être ni un pro-sioniste invétéré, ni un pro-palestinien fanatique pour arriver à faire un bon cours. Au contraire, il vaut mieux une position équilibrée sur ces sujets. André Gérard, justement, on revient un petit peu au concret. Est-ce que vous considérez, vous, que dans les classes des élèves, cours d'histoire, de collège, Ça se déroule et il y a plein. alors, attendez, je ne sais pas si vous nous entendez, j'entends une deuxième voix. Vous nous entendez, André Jurin? Oui. Je voulais vous demander si dans les classes, vous considérez que les élèves peuvent tous, notamment dans les banlieues, peuvent tous entendre certains discours tant qu'il y a un débat, ou est-ce qu'il y en a aussi qui sont complètement fermés au débat et pour qui il est vraiment rendu impossible aujourd'hui de s'intégrer dans notre pays? Alors, je crois qu'on a perdu André Gérin, on l'entend de loin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur cette question-là, Clémence, vous avez tout à fait raison. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est qu'au fur et à mesure de mes interventions, les contextes étaient de plus en plus difficiles. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui sont fermés là-dessus. Donc là aussi, ça a été regardé de très haut depuis la rue de Grenelle, depuis le ministère de l'Éducation nationale. Et on a souvent abandonné les profs sur le terrain en leur disant « débrouillez-vous », sauf que le débat public, et les profs ne le maîtrisent pas par définition. Oui, mais c'est pour ça que je vous repose cette question. Vous disiez tout à l'heure l'importation du débat israélo-palestinien en France, et c'est clair, mais il y en a qui l'ont importé tout seul. C'est pas forcément qu'une instrumentalisation ou qu'un effet de manche des politiques. Il y en a qui l'ont importé à travers leur réseau, à travers leur histoire, et donc qui sont complètement fermés aujourd'hui à un quelconque débat, et donc à une quelconque ouverture, et donc à une quelconque assimilation pour arriver à ça. Alors, bien sûr, d'abord le conflit israélo-palestinien, il dure depuis 1948, donc c'est pas nouveau. Ensuite, là où je vais vous rejoindre, c'est que notre classe politique est totalement contradictoire dans les décisions qu'elle prend ou l'absence de décision. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas d'un côté favoriser une immigration massive de populations souvent d'origine musulmane et qui sont au fond très épidermiques sur le sujet du conflit israélo-palestinien, et puis de l'autre, lorsque vous êtes responsable français, dire je vais prendre une position donnée dans ce conflit, en l'occurrence pro-Israël. On a la première communauté juive d'Europe, et on a, je ne crois pas me tromper en disant qu'on a la première communauté musulmane d'Europe continentale. Il faut être prudent dans ces cas-là. Un Chirac était prudent à l'époque, il faut être cohérent. Et la France qui prend parti dans un conflit tout en important des germes on fait une politique migratoire et après on dit on n'a qu'une version de l'histoire, c'est une qui sert plus une communauté qu'une autre. C'est une politique de gribouille, sauf que le problème c'est que quand gribouille fait de la politique, ça peut créer des affrontements, voire des morts. André Jurin, alors je crois qu'on vous a retrouvé, vous êtes bien avec nous? Oui. Alors je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, et moi je vous posais avant... Je vais simplement rajouter... Allez-y. D'abord, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Je voudrais simplement rajouter qu'en fait, depuis 30 ans, on n'a pas pris la mesure de l'influence de l'islamisme politique
dans notre pays. Et pour moi, c'est un enjeu fondamental. Oui. On se retrouve dans des quartiers où c'est la pratique de la charia. Et je pense que derrière tout ce qui instrumentalisation ou autre de ce débat sur l'antisémitisme, si en même temps on n'est pas capable de tendre la main à la majorité des Français musulmans pour que l'islam, l'islam, la deuxième religion de France, trouve sa place en dignité et que l'on combatte, que les républicains de tous bords combattent ensemble en tendant la main à la majorité des Français musulmans et en même temps combattent sans concession à cet islamisme politique qui pourrit la vie de nos quartiers et qui pourrit la tête de nos gamins. C'est particulièrement intéressant que ça vienne de vous, d'ailleurs, André Jurin, ancien député du Parti communiste français, que vous parliez de lutte contre l'islamisme politique, parce qu'on sait qu'il y a eu une tendance de beaucoup de communes, de beaucoup de villes, plutôt rouges ou LFI, qui avaient une tendance aussi à pratiquer ce clientélisme. Oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'on les a perdus. Oui. Ou que vous avez quitté, vous les avez quittés. Non, Je ne sais pas qui a perdu l'autre. Des villes qu'on a perdues. Oui, des villes que vous avez perdues. Oui. Ah oui, d'accord. Moi, ça fait 24 ans que je me bats là-dessus et que j'espère que le PC et la gauche vont se réveiller sur ce sujet. Et pour le moment, on est d'accord que vous n'êtes pas majoritaire aussi sur cette politique. Ah non, je suis presque au piquet. Oui, c'est dingue. Alors que, Mais je m'en fous parce que je pense que dans l'expérience, y compris avec les musulmans, les Français musulmans que je connais dans ma ville et d'autres, quand vous avez des immigrés qui vous disent qu'il y a trop de musulmans en France et qu'ils ne comprennent rien quand ils vont à la mosquée parce que la mosquée est instrumentalisée, vous avez tout le résumé de ce qu'il faut ne pas laisser faire. Donc finalement, André Jurin, si je dois résumer, puisqu'on va arriver à la fin de cette émission, ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'il y a véritablement un islamo-gauchisme donc politique qui, lui, utilise des populations peut-être en déshérence pour gagner des points électoraux. Et d'un autre côté... Pas que les populations en déshérence, faites attention. Hein. Il y a des sondages. Hein. Plus de 40% des jeunes de moins de 25 ans, français musulmans, sont pour la charia dans les quartiers. Oui. Non, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse, mais qui vient d'une base, mais qui est confirmée par le politique, c'est ça aussi. Hein. Voilà. Et c'est là où les dirigeants de gauche et de droite, ils devraient être unis pour traiter de cette question. Oui. Mais de ne pas chercher des échappatoires. Oui. Et finalement, ce grand débat, pour revenir à notre débat du jour sur l'antisémitisme, c'est une forme d'échappatoire. C'est une forme de débat de joute politique qui ne va pas dans le concret. Sur la base de réalités qui existent, on en fait une caricature. Oui, donc ça évite de rentrer dans le vif du sujet. Et ça, je rejoins complètement monsieur le professeur d'histoire. Alors, Édouard Huisson, pour finir. Oui, ce qu'André Jurin vient de dire pour la gauche, qu'il connaît bien de l'intérieur, si moi je regarde ce que je connais mieux, qui sont les partis de droite, je pense qu'il y a exactement le même aggiornamento à faire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop joué... Un islamo-droitisme. Alors, ça peut être l'islamo-droitisme, ça peut être aussi une hostilité de principe à l'islam, sans voir qu'il y a tous ces Français musulmans qui veulent, veulent être intégrés. Et alors, je finirai juste sur une chose, c'est moi, j'ai jamais aimé dans les bouquins d'histoire quand on disait nos ancêtres les Gaulois, parce que je pense que nos ancêtres c'est les Gallo-Romains. Et Gallo-Romains, c'est-à-dire Gallo, les Gaulois, il y a effectivement toujours un peuple de souche, mais Romains, nous sommes assimilateurs profondément. Et je pense que à droite comme à gauche, quand on dit les républicains, comme disait M. Jurin, effectivement, la République, c'est la référence à ce grand logiciel assimilateur qui est celui de l'histoire de France, mais encore faut-il vouloir assimiler et faire de l'autre un Français. Bon, et puis on pourrait ouvrir d'autres questionnements, mais on l'ouvrira la prochaine fois. La République est-elle en elle-même assimilatrice? C'est-à-dire, est-ce que c'est un modèle suffisant ou est-ce qu'on ne devrait pas avoir... Elle l'a été pendant très longtemps. Il faut se demander pourquoi, depuis 40 ans, nos dirigeants ne veulent plus assimiler. Et vous posiez aussi quand même la question, si on veut prendre le paysage en entier, parce que c'est vraiment une question complexe de l'ouverture des portes de la migration qui font qu'évidemment, même si on
est sur même si on était sur un même logiciel. Ah bah, il faut certainement les fermer intelligemment, en tout cas avoir des sas, des écluses, des filtres aujourd'hui pour pouvoir bien assimiler ceux qui sont là. Alors, en une question, puisqu'on n'a pas vraiment répondu à la question directement, mais c'est toujours comme ça, un débat, Édouard Husson, l'antisémitisme a-t-il changé de visage pour vous? Il y a toujours eu de l'antisémitisme à droite comme à gauche. Il est toujours scandaleux, effectivement, mais je ne pense pas que ça soit le sujet politique du jour. On a compris. André Gerin? L'antisémitisme Tout à fait a-t-il changé d'accord. de visage? Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Édouard Husson, oui. Et je ne sais pas s'il changera de visage, mais j'espère que que les républicains de la France vont se lever aujourd'hui. Eh bien, merci à tous les deux.